ABK Radio, l'interview. Je vous le disais il y a un instant, Sidonie Feka reçoit le docteur Hassan Jifon Sangou. Il est psychologue clinicien, psychopathologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douai. Bonjour docteur Hassan Jifon. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec vous, nous parlerons des blessures psychologiques quand très souvent les victimes rescapées des accidents et des drames comme celui auquel on a assisté très récemment, notamment cet immeuble qui s'est effondré du côté de Mobile Guinness, ici même à Douala. J'espère que vous en avez entendu parler, docteur. Effectivement, comme tout le monde, j'ai entendu parler de ce drame avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Docteur Hassan Jifon, nous ne sommes pas coutumiers des rendez-vous chez les psys. Vous comprenez ça chez nous, ça n'entre pas trop dans notre culture, dans nos habitudes. Est-ce qu'on a besoin de consulter un psychologue simplement pour les coups durs de la vie quotidienne? Vous savez que la vie nous donne tellement de coups aujourd'hui, nous les Camerounais. Est-ce que pour rien comme ça, on peut se lever pour aller rencontrer un psychologue? Alors, c'est vrai que nous n'avons pas encore cette habitude de consulter les psychologues, mais c'est très utile de les consulter quand on vit des souffrances individuelles. Alors, tout au long de cette émission, je vous amènerai à comprendre l'intérêt d'aller rencontrer un psychologue par rapport à une situation difficile. Et pour justement la vie quotidienne, en fait, un patient qui n'a pas subi un coup bien précis, n'a pas eu d'accident, il n'a pas eu de traumatisme, est-ce qu'il peut se lever un matin et décider d'aller rencontrer un psychologue? Est-ce que peut-être une fois au moins dans l'année, chaque individu doit chercher à rencontrer un psychologue de la même manière qu'on fait des check-up au moins une fois par an? Oui, effectivement, chaque individu devrait pouvoir rencontrer un psychologue au moins une fois par an, tout simplement parce que on rencontre un psychologue face à des situations difficiles. Donc, si vous souffrez d'une situation particulière, il faudrait normalement rencontrer le psychologue qui va vous aider à mobiliser vos ressources personnelles pour pouvoir mieux affronter cette situation et cesser de souffrir davantage. Intéressons-nous, docteur, aux victimes de l'effondrement d'Ondogbon, celle dont on a parlé tout à l'heure. Au-delà de la prise en charge de ces victimes qui ont eu des blessures physiques, le suivi psychologique devrait avoir été pris en considération dans ces cas de figure. Est-ce qu'ils ont été accompagnés psychologiquement pendant leur séjour? Vous ne les avez pas particulièrement suivis, mais est-ce qu'ils auraient gagné à être pris en charge psychologiquement pendant leur séjour à l'hôpital? Alors, par rapport à ces victimes, déjà je commence par leur présenter toute ma compassion et vraiment leur souhaiter beaucoup de courage dans leurs soins. Alors, le suivi psychologique de ces victimes, à ma connaissance, n'a pas été à l'ordre du jour, tout simplement parce que le suivi a été beaucoup plus médicalisé. Tout à fait. Voilà. Or, ces victimes ont été exposées à un traumatisme. Donc, forcément, c'est pas une hypothèse, vraiment, ces personnes souffrent sur le plan psychologique. D'où l'intérêt vraiment de les suivre, de les amener à rencontrer un psychologue pour pouvoir se décharger de tous ces affects négatifs consécutifs au traumatisme qu'ils ont subi. En quoi aurait consisté un suivi psychologique de ces victimes pendant leur internement à l'hôpital? Qu'est-ce qu'un psychologue leur aurait apporté? Alors, de façon très simple, un psychologue les aurait bien écoutés. Écouter, c'est quoi? Écouter, c'est être attentif au vécu de l'autre et ici, en l'occurrence, à la souffrance de ces personnes. Écouter, c'est être attentif à ce vécu, mais dans le sens de les amener à mobiliser des ressources qui sont les leurs pour pouvoir mieux surmonter la souffrance dont ils ont été victimes. Alors, on rappelle vraiment, ces personnes ont été victimes d'un traumatisme. Peut-être il faudrait revenir sur ce que c'est qu'un traumatisme. Oui. Le traumatisme, c'est un événement brusque, soudain, spontané, qui vous expose à la mort. Donc, ces personnes ont été confrontées à cet événement et généralement, quand on est confronté à des événements pareils, on met sur pied un ensemble de mécanismes dont la souffrance. Et cette souffrance, elle peut ne pas encore être manifeste chez ces victimes actuellement. Elle le sera sans doute d'ici peu. Donc, d'ici peu, si on ne les suit pas, ils vont manifester ce qu'on appelle généralement des stress post-traumatiques. Alors, des stress post-traumatiques qui se
manifestent généralement par des évitements. Donc, ils auront tendance à éviter toute situation, tout endroit, tout objet qui est susceptible de leur rappeler l'événement, de leur rappeler l'accident, de leur rappeler cet immeuble. Donc, certains pourront avoir la phobie désormais des immeubles. Voilà, donc la phobie des immeubles et également la phobie des personnes qui ont habité aux alentours des immeubles. Donc, tout objet qui est susceptible de leur rappeler cet objet désormais dangereux va être évité. Donc, c'est l'évitement. Certains vont même éviter leur quartier. Certains vont éviter tout immeuble plus ou moins semblable à celui qui s'est effondré. Oui. Voilà, on est vraiment dans l'évitement. Oui. Et après, il y a un autre symptôme qui est aussi très considérable, qui est la reviviscence. Oui. Donc, les anglo-saxons appellent le feedback. Oui. Donc, ce sont des personnes qui, en journée, auront tendance à revivre ce qui s'est passé, à revivre l'effondrement, à revivre tout ce qui a précédé ou tout ce qui a entouré l'effondrement de l'immeuble. Et avec pour conséquence la nuit, l'insomnie, les troubles du sommeil généralement. Une autre conséquence du traumatisme, dans ce cas, c'est la dépression. Oui. Il est fort probable que certains soient déprimés, c'est-à-dire qu'ils manifestent une sorte de désintérêt par rapport à leurs activités quotidiennes, avec une perte d'énergie associée à ce désintérêt. Et également, ils peuvent aussi manifester un isolement social, donc éviter le contact avec les autres, les membres de leur famille, de leur entourage. Et cela peut se manifester sur quelle période? Ça peut durer combien de temps? Les symptômes que vous venez d'énumérer? Le symptôme, en fonction des personnes, en fonction des patients, ça peut durer, ça peut aller de 12 jours à pratiquement plus de 6 mois. Donc, ça dépend aussi de la particularité de chaque patient, de la du sexe, par exemple, de l'âge, voilà, des données comme ça sociodémographiques. Et également, si vous avez, par exemple, un patient qui est exposé à un événement traumatogène pour la première fois, oui, il va réagir différemment par rapport à celui qui a pour habitude d'être exposé à des événements traumatogènes. Du coup, on ne peut pas prédire la durée exacte de ces manifestations, mais ce qui est certain, c'est que ces manifestations vont se faire ressentir chez ces patients. Et donc, voilà, pour ceux-là qui ont été victimes de traumatisme pendant l'effondrement de cet immeuble, le tout dernier patient qui était interné du côté de l'hôpital La Quintinée a été libéré le 31 juillet 2023 et ils sont déjà dans leur domicile. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Certainement, il y en a qui sont à l'écoute à l'instant. Comment est-ce qu'ils font pour rattraper cela? Alors, je pense qu'ils peuvent, et c'est plus indiqué pour eux d'aller rencontrer un psychologue. Il y en a dans la ville. Alors, rencontrer un psychologue, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ce qui a été fait, ce sont des soins médicaux. Oui. Donc, on a pensé des blessures, physiques, mais on n'a pas pensé des blessures psychologiques. Voilà. Et ces blessures psychologiques, même si dans la plupart des cas, ces blessures ne sont pas physiques, ces blessures ne s'observent pas directement, ne sont pas visibles directement, elles existent. Et elles font plus de mal que des blessures physiques. Donc, c'est tout l'intérêt vraiment d'aller rencontrer un psychologue pour pouvoir les aider à penser ces différentes blessures. Les proches des victimes ont également des traumatismes qu'on néglige très souvent. J'imagine peut-être un parent qui, à la suite de cet effondrement, a perdu peut-être un mari, a perdu un frère, a perdu des enfants et peut-être n'était pas directement sur le lieu du drame, mais lui aussi, il souffrira sans doute des blessures. Effectivement, les proches des victimes sont autant victimes que les victimes elles-mêmes. Justement parce que voilà, pour un père qui a perdu son enfant dans l'effondrement, il va falloir l'accompagner à faire le deuil de son enfant, l'accompagner à accepter déjà ce deuil-là. Et cet accompagnement est avant tout psychologique. Voilà, donc ça c'est le cas d'un père. Également pour les voisins, le voisinage de cet immeuble, il va également falloir les accompagner à
désormais retrouver un sentiment de sécurité dans cet environnement. Donc les voisins également sont victimes. Les voisins sont également... Ils ont des traumatismes aussi psychologiques liés à cet effondrement. Justement, ils peuvent avoir des traumatismes psychologiques liés à cet événement parce qu'ils peuvent continuellement et quotidiennement se poser la question si ça se passait à cet immeuble, ça peut également se passer chez nous. Nous pourrons être les prochaines victimes. Les prochaines victimes, voilà. Donc, d'où le besoin quand même de les soutenir, de les écouter et de les soutenir psychologiquement. Et quelles sont donc les conséquences, docteur, d'une absence de prise en charge psychologique chez des personnes victimes de ce type de drame? Alors, les conséquences, elles sont nombreuses. Alors, au plan personnel, donc sur l'individu ou la victime elle-même, vous aurez déjà tout ce qu'on a cité ici comme dépression, comme anxiété, comme insomnie, etc. Mais au plan familial, ces différents troubles peuvent avoir des conséquences au niveau familial. Si vous avez une mère qui est déprimée, elle ne pourrait plus jouer totalement sa fonction maternelle auprès de ses enfants ou jouer son rôle de femme auprès de son mari. Voilà. Donc, après, vous avez des conséquences au niveau social. Donc, des personnes qui sont victimes de traumatismes psychologiques vont se sentir de plus en plus en insécurité. Et cette insécurité peut les amener, alors, et c'est toute la complexité du comportement humain, peut les amener à devenir de plus en plus violents à l'encontre de leur entourage. Violents pourquoi? Parce que ces personnes auront tendance ou ont généralement tendance à se vivre comme vulnérables. Donc, à la rencontre avec l'autre, elles ont généralement comme impression que l'autre veut renforcer leur vulnérabilité. Donc, la violence ici qu'elle mobilise, c'est une sorte de défense. Tout à fait. Voilà, face à cette peur d'être violentée à leur tour par l'autre. Voilà. Donc, c'est généralement des personnes qui sont violentes, qui sont très agressives et qui vivent dans un contexte parfois d'isolement, de retrait social. Et donc, on va dire que telle personne n'aime pas se frotter aux gens. On ne va pas comprendre qu'en réalité, ce sont des blessures psychologiques qui entraînent ce type de comportement. Docteur Hassan Djiphone Sangou, pour les enfants qui sortent de ce type de drame, qui ont perdu leurs deux parents, par exemple, comment est-ce que les familles qui les accueillent doivent se comporter avec ce type d'enfants? Alors, pour les enfants, le premier élément à éviter, si vous voulez, le conseil psychologique à prodiguer aux familles qui les accueillent, c'est d'éviter de tout faire pour éviter la pitié. Donc, il ne faut pas avoir pitié de ces enfants. Parce que la pitié, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'ils ne devraient pas faire concrètement, par exemple? Voilà, la pitié, ce serait de considérer exclusivement ces enfants comme victimes de ce traumatisme. Les traiter peut-être particulièrement, les traiter différemment des autres enfants, les surprotéger et autres. Voilà. Et le fait ne va pas les aider à surmonter ce qu'ils ont vécu. Alors, ce qui est conseillé de faire, en plus de les amener rencontrer un psychologue pour pouvoir verbaliser, pour pouvoir se décharger de tous ces affects négatifs qu'ils ont accumulés consécutivement au traumatisme subi, il faudrait être à leur écoute. Il faudrait les considérer, continuer à les considérer comme des enfants. Les considérer comme des enfants, c'est se dire, bon voilà, qu'on ne doit pas les isoler parce qu'ils ont subi cet événement, qu'on ne doit pas les avantager par rapport aux autres enfants parce qu'ils sont désormais vulnérables et autres. Mais il faut les considérer comme enfants. Les considérer comme enfants également, c'est se dire qu'on peut bien communiquer avec eux, qu'on peut bien communiquer avec eux dans le sens de les amener à nous investir
les parents adoptifs comme désormais des figures de sécurité. Et pour ces enfants-là, docteur, je prends le cas d'un enfant qui sort d'une situation où il a vécu un traumatisme psychologique. Il a tendance à s'isoler. Il est toujours en retrait, il est toujours dans son coin, il est toujours dans l'isolement. Comment est-ce qu'on fait pour l'amener à sortir de cette bulle dans laquelle il se trouve et l'amener à se sentir en sécurité, s'ouvrir au monde? Justement, il s'isole parce qu'il ne se sent pas, et vous l'avez très bien dit, il se sent plus en sécurité face au monde qui l'entoure. Donc, face à cette situation, les parents devraient vraiment aider cet enfant à se sentir davantage en sécurité. En initiant un dialogue avec l'enfant, en l'écoutant, sachant que cette écoute sera beaucoup plus complexe, d'où la nécessité de faire intervenir des spécialistes dans ce domaine. Donc, il faudrait les amener rencontrer un psychologue. Et le psychologue ici va quand même à travers des objets, à travers des médiations particulières, ou si vous voulez, des techniques particulières, amener ces enfants à s'exprimer, amener ces enfants à dire ce qu'ils ont à dire, à se dire en tant qu'enfants et surtout en tant qu'enfants qui ont été victimes d'un traumatisme. Et ces outils, ils sont nombreux. Ces outils sont nombreux. On a par exemple des dessins. Plus généralement, la parole, l'entretien avec des enfants s'avère très difficile, oui. Et des enfants qui ont subi ce genre d'événements. Donc, les psychologues vont mobiliser des dessins. Ils vont leur demander, par exemple, de faire un dessin. Et à travers le dessin, ils vont les amener à verbaliser. Donc, à côté du dessin, et ce qui se fait de plus en plus avec des enfants victimes de traumatisme, il y a des jeux. Oui. Donc, on va jouer avec ces enfants, mais jouer dans le sens de pouvoir avoir accès à leur vécu, pour leur sortir de la souffrance qu'ils vivent concernant le traumatisme dont ils ont été victimes. Ce que vous dites, docteur Hassan, c'est valable pour les habitants des grandes villes. Je me demande bien comment ceux qui sont dans les villages pourraient procéder, parce qu'au village également, on subit des traumatismes. Comment est-ce qu'ils vont faire là-bas pour pouvoir sortir de ce type de situation? Bon, alors, dans des villages, certes, il n'y a pas encore beaucoup de psychologues. Déjà, en ville, vous n'êtes pas très nombreux. Justement. En ville, vous n'êtes déjà pas très nombreux. Et au village, c'est des spécialités où on rencontre vraiment, c'est difficile d'avoir un psychologue, même pour tout un village aujourd'hui. Justement. C'est un cas vraiment qui nous préoccupe actuellement, parce que l'idée vraiment pour une personne, qu'elle soit enfant, adolescent ou adulte qui a subi un traumatisme ou des événements négatifs de vie, l'idée vraiment c'est de rencontrer le psychologue pour pouvoir l'aider à déjà accepter cet événement et l'aider à mobiliser ses ressources propres pour surmonter les effets négatifs de cet événement sur lui. Et donc, voilà. Au village, comment est-ce qu'on peut faire quelques petites astuces comme ça pour ceux qui sont dans les villages? Comment est-ce qu'ils peuvent procéder pour aider leurs enfants qui souffrent de traumatisme? Vraiment, l'astuce pour les parents, pour les familles, c'est de ne pas isoler l'enfant. C'est initier un dialogue avec lui, l'amener à parler progressivement de ce qu'il a subi, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a senti par rapport à l'événement en question. Mais à la fin, il faut quand même l'amener chez des spécialistes. Parce qu'un mauvais suivi, un mauvais accompagnement psychologique a des conséquences très néfastes sur le fonctionnement du sujet. Docteur, la santé mentale aujourd'hui, de manière plus générale, on est dans le quotidien, la santé mentale est désormais à l'ordre du jour dans notre environnement. C'est pourquoi est-ce que les gens ont de plus en plus des problèmes de dépression, de stress qui les conduisent dans les hôpitaux? Alors, c'est la santé mentale, c'est une question d'actualité de nos jours, tout simplement parce que de plus en plus, nous vivons des situations difficiles. De plus en plus, cette solidarité vraiment organique qui caractérisait nos sociétés tend à s'effriter. De plus en plus, c'est l'individualité. De plus en plus, il n'y a plus de soutien social.
Voilà, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles de plus en plus la question de la santé mentale est à l'ordre du jour. Désormais, quand vous vous réveillez le matin, vous êtes plus préoccupé par votre boulot, vous êtes plus préoccupé par votre avenir professionnel que par votre famille, par exemple, par un soutien à apporter à un proche, par exemple. Et le manque de soutien, le manque de ce sentiment d'appartenance à un groupe soutenant et contenant est l'une des causes principales de la maladie mentale de nos jours dans nos sociétés. Et comment on fait pour en sortir? Alors, pour en sortir, il faut tout faire pour ne pas être isolé. Il faut avoir des amis, il faut des vrais amis, effectivement, des vrais amis. Il faut maintenir des liens avec ses proches familiaux, mais surtout, il ne faut pas hésiter à rencontrer des spécialistes de santé mentale quand on se sent mal à l'aise. On a l'impression que pour vous rencontrer, c'est pas aussi évident, docteur. Et si ça ne coûte pas cher? Beaucoup de Camerounais veulent vous rencontrer, mais au même moment, ils se disent que c'est un peu coûteux. Ils ne peuvent pas avoir des petits soucis déjà pour subvenir aux besoins du quotidien et penser qu'il faut dépenser des dizaines de mille pour rencontrer un psychologue. Ça ne coûte pas très cher. Alors, le psychologue, c'est un spécialiste. Donc, les frais de consultation sont ceux des médecins spécialistes. Et en fonction des institutions où ils exercent, ces frais peuvent varier de 2 500 à 15 voire 30 000. Alors, si vous rencontrez un psychologue en libéral, il va de soi que ce soit plus coûteux. Par contre, si vous le rencontrez en institution publique, le coût sera relativement moins élevé. Donc, si vous évaluez le coût par rapport à l'apport du psychologue, normalement, vous devrez plus avoir des inquiétudes par rapport aux dépenses, parce que ce sont des dépenses de santé. Voilà. Si vous n'êtes pas en santé mentale, votre profession, votre métier, votre famille et autres vont prendre des coûts très considérables. Voilà. Donc, et aussi, il faudrait, et on est en train de travailler là-dessus, il faudrait qu'on amène nos populations, nos frères et sœurs, nos amis et autres à avoir beaucoup plus une démarche de prévention, c'est-à-dire mettre sur pied des mécanismes qui vont les aider à prévenir des troubles mentaux. Parce que de plus en plus, nous manifestons ces troubles parce que la prévention n'y est pas encore. Et alors, pas du tout. Docteur Hassan Jiphone Sangou, nous sommes parvenus au terme de cet entretien. Merci d'être venu dans ce studio d'ABK Radio. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, psychopathologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Merci beaucoup une fois de plus pour cette invitation. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.